Aujourd'hui, je vous propose de parler de transmission finale. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Comment on la démonte? Quand on pense à la transmission, on pense plus à notre variation, à notre correcteur de couple, à notre embrayage, enfin tout ce qui se situe dans notre carter de transmission. Cette transmission sert à faire varier le rapport de transmission de manière automatique. Cependant, avant d'actionner la roue, il y a un autre système de transmission derrière l'embrayage, c'est le système de transmission finale. C'est de cette transmission dont on va parler dans cette vidéo. Justement, dans cette vidéo, ce que je vous propose d'aborder, c'est dans un premier temps ce qu'est une transmission finale, à quoi elle sert. Puis, on va parler un peu de théorie, on va parler de la théorie des engrenages. Dans un troisième temps, on va regarder les géométries de cette transmission finale qu'il y a sur nos scooters, quelles sont les caractéristiques particulières, de quoi parle-t-on, comment on la caractérise. Dans une quatrième partie, une dernière partie, on va voir comment elle se démonte, comment on accède à cette transmission finale depuis un scooter totalement monté. On va voir la technique pas à pas pour démonter la transmission primaire, la transmission secondaire, enfin en tout cas, on va tout démonter pour pouvoir tout éventuellement changer. Qu'est-ce qu'une transmission finale? À quoi elle sert? Pour répondre à cette question, on va partir du principe qu'elle n'existe pas. Et on va voir si ça fonctionne sans. Revenons aux bases. Le variateur, il tourne à la même vitesse que le moteur. La courroie de transmission entraîne le correcteur de couple à une certaine vitesse. Cette vitesse dépend du rapport de transmission qui dépend lui-même du diamètre du variateur et du diamètre du correcteur de couple. En fonction de la vitesse de rotation du moteur, ce rapport de transmission change. C'est pour ça qu'on dit que le couple variateur-correcteur de couple joue le rôle de boîte de vitesse automatique, parce que tout simplement en fonction du régime moteur, le variateur va s'ouvrir et va changer le rapport de transmission. Ce rapport de transmission avec ces deux éléments, à bas régime il est environ de 0,2 et à haut régime il est de 1,6. Il y a un rapport de 1 à 10 entre le moment où le variateur est complètement fermé et le moment où le variateur est complètement ouvert. Ça c'est sur un variateur d'origine. Donc on peut traduire ça de la manière suivante: lorsqu'on est en phase accélération, que le variateur n'est pas du tout ouvert, la poulie réceptrice tourne 5 fois moins vite que le moteur. Et en phase de pointe, la poulie réceptrice tourne 1,6 fois plus vite que le variateur. On peut résumer ça comme ça. Donc il existe un rapport de transmission déjà existant dans cette transmission variateur-correcteur de couple, réduisant la vitesse de rotation pour transmettre un mouvement de rotation à la roue. Mais ce rapport, il n'est pas suffisant. On va le démontrer tout de suite. Imaginons qu'en phase d'accélération, le moteur tourne environ à 7000 tours par minute. Donc, comme on est en phase d'accélération, le variateur n'est pas du tout ouvert. Donc, la poulie réceptrice tourne 5 fois moins vite. Et si on fait un rapide calcul en fonction de la circonférence de la roue, on arrive à une vitesse rien qu'au démarrage de 126 km/h. Donc, on voit très bien qu'il y a un problème. Idem en vitesse de pointe. Si on estime que la vitesse de pointe est obtenue avec un régime moteur de 10 000 tours par minute, en faisant le même calcul, on s'aperçoit qu'avec une variation qui s'est totalement ouverte, donc avec un rapport de transmission du couple variateur-correcteur de couple à 1,6, eh bien on obtient une vitesse de pointe de 1440 km/h. Sur un petit Spirit, je donne pas cher de votre peau là. Sur n'importe quel scooter d'ailleurs, je crois. Sur n'importe quelle moto d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas du tout adapté. Le régime d'utilisation du moteur n'est pas adapté et ne permet pas d'entraîner le deux roues. Les vitesses et les couples sont pas compatibles. Donc une transmission supplémentaire doit être ajoutée entre la transmission, la variation qu'on vient d'évoquer, et la roue. C'est ce qu'on appelle la transmission finale. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Enfin, elle est là, cette transmission. On sait à quoi elle sert. Elle permettra donc d'adapter la vitesse de la roue en fonction de la vitesse de rotation qu'on lui transmet après la transmission correcteur de couple variateur, permettant d'avoir une vitesse de rotation adaptée et un couple adapté à une phase de démarrage notamment. Cette transmission, elle est de toute façon présente dans n'importe quel véhicule. Généralement, elle est dans la boîte de vitesse des véhicules à vitesse, que ce soit des automobiles ou des motos, et elle est constituée de plusieurs enchevêtrements d'engrenages, de roues, de pignons qui permettent d'avoir un rapport de transmission qui convient au régime moteur. Ce dispositif est vraiment intéressant parce qu'il permet de démultiplier de manière très importante dans un espace très confiné des vitesses de rotation tout en limitant les frottements et les pertes de rendement. Maintenant qu'on sait à quoi elle sert, on va aborder un peu de théorie des engrenages, des calculs.
Pour transmettre un mouvement de rotation d'un axe à un autre, on peut utiliser plusieurs moyens. On peut utiliser une courroie, on peut utiliser une chaîne, mais on peut aussi utiliser le moyen des engrenages. Un engrenage, c'est constitué de quoi? De deux roues qui comportent des dents et qui engrainent l'une dans l'autre pour transmettre une vitesse de rotation d'un axe à un autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail très précisément de tout ce qui est engrenage avec les développés de cercle, avec les modules des dents. Non, je vais laisser ça aux profs de mécanique. Si vous voulez que j'aborde ce sujet dans une vidéo plus précise, je peux le faire si vous le souhaitez, mais je pense pas que ce soit l'objet de la présente vidéo. Je vais vous donner certaines bases de calcul, c'est tout. Pour changer la vitesse de rotation d'un axe à un autre, il faut simplement faire varier le nombre de dents sur les roues ou les pignons. Si la roue transmettant le mouvement de rotation, la roue menante, comporte plus de dents que la roue menée, celle à qui on donne ce mouvement de rotation, eh bien la vitesse de rotation de l'arbre mené, donc l'arbre de sortie, sera plus rapide. Si le rapport de dents est exactement l'inverse, c'est-à-dire que si la roue amenant le mouvement de rotation, la roue menante comporte moins de dents que la roue menée, eh bien on aura une vitesse de rotation en sortie d'engrenage moins importante. Le rapport sera une réduction. Justement, pour dimensionner un engrenage, on utilise un terme qui est le rapport de transmission R. Ce rapport de transmission, il est très facile à calculer. Il suffit juste de repérer quelles sont les roues menantes et menées, de compter le nombre de dents que comporte chacune des deux roues et de faire le rapport du nombre de dents de la roue menante divisé par le nombre de dents de la roue qui est menée. Prenons un exemple. Sur un engrenage qui comporte sur la roue menante 13 dents et sur la roue menée 40 dents, eh bien le rapport sera de 13 sur 40. En faisant la division, vous obtenez un chiffre à virgule, eh bien c'est le rapport de transmission. Et inversement, si le chiffre est supérieur à 1, il y aura une multiplication de la vitesse de rotation de la roue menante par rapport à la roue menée. Ça, c'était quand il y avait un seul engrenage. Quand il y en a plusieurs, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle d'ailleurs un train d'engrenage. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre transmission finale. Il y a deux engrenages coup sur coup. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsque on transmet un mouvement de rotation par un engrenage, le sens de rotation change. Donc ça veut dire que si on veut conserver le sens de rotation, il va falloir engrainer deux fois de suite avec deux jeux d'engrenage. Pour avoir le R global du système d'engrenage, du train d'engrenage, il va falloir calculer chacun des rapports de transmission des deux jeux d'engrenage et de les multiplier entre eux. Ou sinon, vous faites pareil, vous prenez le produit du nombre de dents des roues menantes divisé par le produit du nombre de dents des roues menées. Et vous obtenez le rapport de transmission global du système d'engrenage, du train d'engrenage. On retrouve aussi différents types d'engrenages. Il y a des engrenages à denture droite et il y a des engrenages à denture hélicoïdale, conique, etc. Je ne vais pas tout développer. À chevron aussi. Dans notre transmission finale, il y aura seulement deux types d'engrenages potentiels. Il y aura des dentures droites et des dentures hélicoïdales. L'avantage des dentures hélicoïdales, c'est qu'il y a moins de frottement, moins de vibrations, moins de bruit et elles permettent de transmettre un peu plus d'effort. C'est le cas notamment dans les véhicules automobiles des marches arrière. Les marches arrière sont en denture droite, contrairement à tout le reste des vitesses, et on voit bien que ça fait un peu plus de bruit quand on fait la marche arrière. J'espère que je vous ai pas perdu et que je vous ai pas bassiné avec toute cette théorie, mais bon, je pense que c'est quand même important de savoir quoi on parle pour aborder la transmission finale, celle qui est réellement sur notre scooter. Intéressons-nous maintenant à notre transmission finale, celle qu'il y a sur notre scooter. Elle est constituée de deux engrenages, constituant un train d'engrenage. Elle a donc deux étages d'engrenage successifs. L'arbre d'entrée, celui d'entraînement et celui du correcteur de couple de l'embrayage. C'est celui-ci qui entraîne l'ensemble. Sur cet arbre est positionné le pignon d'entraînement primaire. Ce pignon qui est hélicoïdal entraîne une roue, elle aussi hélicoïdale, qui est fixée sur un arbre. C'est un arbre intermédiaire, c'est l'arbre primaire de la transmission finale. Cet ensemble de roues et de pignons constitue le premier engrenage de la transmission finale. C'est ce qu'on appelle la transmission primaire. Sur un scooter d'origine, le booster d'origine, on a un pignon avec 13 dents et une roue de 52 dents. Donc on peut en déduire le rapport de transmission de cet engrenage primaire R1 qui est de 13 sur 52, ce qui représente un rapport de transmission de 1 sur 4. Sur l'axe intermédiaire est positionné aussi un pignon. Ce pignon à denture droite constitue le premier élément de l'engrenage secondaire de la transmission finale. Il entraîne en rotation une roue dentée à denture droite qui est elle solidaire de l'arbre de la roue. L'ensemble de cet engrenage, le pignon et la roue, constituent l'engrenage secondaire de la transmission finale. Sur l'origine, encore une fois, le rapport de transmission de cet engrenage secondaire R2 est calculé en fonction du nombre de dents du pignon et de la roue. Le pignon a 13 dents, la roue a 42 dents, donc le rapport de transmission est de 13 sur 42. Roue menante sur roue menée, toujours.
Donc en calculant, le rapport il est de 1 sur 3,23. Donc le rapport de transmission global de la transmission finale d'origine, il est de R1 fois R2, donc 1 sur 4 fois 1 sur 3,23, ce qui fait un rapport de transmission globale de 1 sur 12,92. Voilà, plus ce chiffre va être grand, moins la réduction sera importante, ce qui va entraîner une perte d'accélération, mais une amélioration de la pointe. Attention, on a aussi une perte de couple au démarrage. Lorsqu'on parle de transmission, il y a une règle d'écriture qui récapitule bêtement le nombre de dents dans le sens de transmission du mouvement. D'abord l'engrenage primaire, puis l'engrenage secondaire, en partant du nombre de dents du pignon, puis de la roue, du pignon, puis de la roue, du primaire, du secondaire. Le nombre de dents d'un engrenage est généralement séparé par un slash, puis le nombre de dents des deux engrenages entre eux est séparé par un tiret. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit, j'y peux rien. Pour changer le rapport de transmission, il faudra tout bêtement changer le nombre de dents pour le pignon, pour la roue, pour les deux, voilà. Et comme ça va faire évoluer le rapport de transmission final global. Vous allez pouvoir, en fonction de la puissance de votre moteur, adapter la transmission finale pour qu'elle apporte plus de couple ou moins de couple en fonction de la puissance que vous avez. Si vous passez en 70 cm3 par exemple, vous avez une puissance décuplée, donc la transmission finale d'origine n'est plus adaptée, vous avez beaucoup trop de couple au démarrage et donc vous avez une accélération qui n'est pas exploitable. Donc le but du jeu, ça va être de diminuer ce rapport de transmission pour avoir une démultiplication un peu moins importante au niveau de la roue, donc moins de couple au démarrage, mais plus d'allonge. Mais bon, on abordera tout ça dans une vidéo à part lorsqu'on changera notre transmission et qu'on regardera ce que ça change sur la route avec des tests. Lorsque vous achetez des éléments de votre transmission, totale ou partielle, la nomenclature est toujours la même, vous avez une indication sur le nombre de dents. On s'y perd un peu parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont vendus à part, soit des roues sans les axes, soit des axes complets, secondaires, primaires, donc c'est pas simple de s'y retrouver. Si vous voulez, je ferai une vidéo complète là-dessus. Mais c'est tout le temps le même principe, de toute façon, il précise si c'est primaire et secondaire, et il précise le nombre de dents avec la nomenclature qu'on a vue au-dessus, avec des slash, avec des tirets. Sur des exemples assez simples, repérez sur le site de Scootfast, en l'occurrence, vous pouvez repérer le nombre de dents des éléments primaires ou secondaires qu'ils vendent. C'est assez simple en fait de s'y retrouver. Et à partir du nombre de dents, vous pouvez calculer vous-même le rapport de transmission qu'il vous convient en fonction de la puissance de votre moteur. On verra dans la vidéo suivante, lorsqu'on change notre rapport de transmission final, quels sont les nombres de dents et les rapports de transmission adaptés en fonction de vos configurations. On essaiera de généraliser en faisant un tableau simple. De toute façon, les articles reprennent le même principe, ils fonctionnent par une mention du nombre de dents. Bon, ça y est, on la connaît parfaitement notre transmission. Maintenant, on va s'attaquer au démontage et on va la regarder dans les yeux. Bon, on va s'attaquer du coup au démontage de notre scooter pour accéder à la transmission finale. Pour ça, la première chose à faire, c'est de vidanger son huile de boîte de transmission finale. Bah ouais, vous le savez, il y a de l'huile pour lubrifier en permanence les engrenages de la transmission finale, donc faut vidanger cette huile si on veut y accéder. Je vous renvoie vers ma vidéo qui concernait l'huile de transmission si vous vous posez des questions sur la vidange en elle-même, mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va tout démonter. Allez, pour vidanger, vous commencez à le savoir, on place un petit pot sous le bouchon de vidange. Je vous conseille des pots de Nutella sans huile de palme, c'est mieux pour l'environnement. Hop, vous prenez une clé de 13 et vous dévissez votre bouchon. On avait déjà vu cette vidange dans d'autres vidéos, donc il n'y a pas de surprise. Vous dévissez votre vis de vidange. Pendant qu'elle coule, on va démonter le carter de transmission. On va pas perdre de temps. Voilà, on enlève notre carter de transmission et le joint. Ça y est, notre vidange est correctement faite. Pour éviter de renverser le flacon, on va l'enlever. On peut même replacer la vis de vidange. C'est pas les 3 gouttes qui vont rester dans le carter de transmission final qui vont nous embêter. On va démonter l'embrayage puisque le carter de transmission final il est juste derrière. Pour y accéder, faut démonter tout l'embrayage. Pour ça, on prend une clé de maintien. Donc par exemple, la clé de maintien Easy Boost que j'utilise régulièrement. On prend une clé de 24 et en maintenant en position, on dévisse l'embrayage. On peut aussi le faire avec une clé à choc. Beaucoup me le conseillent d'en acheter une. Il faudrait que j'investisse, effectivement. On enlève l'outil de maintien, la cloche d'embrayage. On détend le correcteur de couple en écartant les deux joues. De cette manière, on détend la courroie et on peut sortir l'embrayage.
On laisse la courroie de côté pour pas qu'elle nous embête. Et voilà, on a notre carter de transmission finale visible ici. Pour démonter la transmission, c'est assez simple. Il faut dévisser les 6 vis. On commence par dévisser l'ensemble des vis. Tout comme pour le carter de transmission, à l'endroit où il y a des pions de centrage, les vis ici et ici sont plus longues que les autres. On peut enlever le carter de transmission finale en tirant sur l'arbre de la poulie réceptrice. Attention, il risque d'y avoir encore de l'huile dans le carter de transmission finale, donc prévoyez des chiffons au préalable. Vous épongez l'huile qui coule, l'huile qui reste, ça vous évitera de souiller tout le bas de votre scooter. Vous enlevez les pions de centrage, voilà, vous ne les perdez pas. Vous enlevez le joint papier en essayant de ne pas le déchirer. S'il est détérioré, de toute façon, il faudra le changer. On voit bien l'arbre primaire, l'arbre secondaire solidaire de la roue. On retrouve notre engrenage primaire avec le pignon solidaire de l'axe du correcteur de couple et la roue solidaire de l'arbre primaire de la transmission finale, le pignon de l'engrenage secondaire solidaire de l'arbre primaire et la roue dentée de l'engrenage secondaire solidaire de l'axe de la roue. On retrouve bien notre rapport primaire 13 dents, 52 dents et notre rapport de transmission de l'engrenage secondaire qui est de 13 dents, 42 dents. On retrouve bien notre rapport de transmission global de transmission finale de 1 sur 12,92. Pour enlever le train d'engrenage, maintenant, il va falloir commencer par celui-là, par l'arbre secondaire. Et pour ça, il va falloir démonter la roue. Pour démonter la roue, il va falloir démonter le pot d'échappement. Donc on va procéder à tout ça. Je ne vais pas détailler forcément le démontage du pot d'échappement et le démontage de la roue. On l'a vu à de nombreuses reprises. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le démontage de la roue ou sur des vidéos concernant les pots d'échappement. Je décris notamment comment on démonte des pots d'échappement, mais je pense que depuis le temps, vous savez le faire. On se retrouve juste après pour démonter l'arbre secondaire. Il ne reste plus qu'à pousser l'arbre. On passe de l'autre côté pour voir ce qui se passe. En poussant l'arbre de la roue, on enlève simplement l'arbre secondaire. À présent, on peut enlever l'arbre primaire en simplement tirant dessus. Avant de procéder au remontage de l'ensemble, on va enlever l'huile de transmission qu'il y a un peu partout. On vient nettoyer l'ensemble au dégraissant frein. Quitte à démonter, on va le nettoyer parfaitement. Après avoir supprimé toute trace de nettoyant frein à la soufflette par exemple, vous pouvez rehuiler l'ensemble des roulements à l'aide d'huile de transmission 10W30. La même que vous allez mettre dans votre carter. Vous repositionnez l'arbre primaire. Après les avoir nettoyés bien sûr. Puis l'arbre secondaire. On repositionne ensuite les pions de centrage. Faut pas les oublier. On remet sur l'axe primaire les deux rondelles en commençant par la fine avec le côté intérieur conique vers le pignon. Puis la grosse rondelle. Vous disposez le joint papier, un joint papier neuf si l'ancien est détérioré. De manière générale, normalement, il faut le changer à chaque fois qu'on démonte le carter de transmission finale. Puis vous reposez le carter de transmission finale
vous replacez les vis. Vous n'appliquez pas tout de suite le couple de serrage. Donc la vis plus longue pour le pion de centrage et la seconde vis plus longue ici pour l'autre pion de centrage. Ensuite, à l'aide d'une clé dynamométrique réglée sur 6,5 Nm, vous serrez au couple 6,5 Nm les 4 vis. Voilà, il ne reste plus qu'à remonter la roue, le pot d'échappement, l'embrayage et tout est fini. Avant de remonter l'ensemble, je vous conseille de remettre l'huile de transmission dans votre carter de transmission pour constater s'il y a des fuites ou non. Comme ça, ça vous évitera de tout redémonter si jamais vous constatez qu'il y en a. Pour ça, vous resserrez votre vis, si vous ne l'aviez pas fait, de vidange avec une nouvelle rondelle en cuivre, puis vous remplissez par votre bouchon de remplissage les 110 ml nécessaires dans votre carter de transmission finale. Vous pouvez le faire par exemple avec une petite seringue. Pas de fuite apparente, on peut tout remonter. Ça y est, on l'a remonté, on a changé notre transmission finale. J'espère qu'avec cette vidéo, vous savez maintenant comment appréhender le démontage et surtout à quoi sert cette transmission finale. Maintenant, on sait la démonter, on sait comment calculer les différents rapports et comment les caractériser. Donc, je pense qu'on sait tout théoriquement. Dans une prochaine vidéo, on va voir ce qui se passe lorsqu'on change cette transmission finale, lorsque le rapport change, comment le scooter réagit, quelles sont les configurations qui acceptent de changer ce rapport de transmission finale et quelles sont les valeurs à obtenir suivant les configurations. On va tout aborder dans la prochaine vidéo. Et au passage, il y aura des courbes et je suis sûr qu'il y aura des évolutions de performance. J'espère tout de même que cette entrée en matière sur ce sujet vous a passionné. Si c'est le cas et que vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et en plus ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et de faire découvrir cette chaîne à de plus en plus de personnes. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu, hein, en bas ou en haut, je sais plus. Si vous aimez la mécanique et spécialement la mécanique 50 cm3 et notamment sur les scooters, mais bon, on va peut-être passer à autre chose dans pas si longtemps que ça, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la petite cloche en bas à droite, comme ça vous serez averti quand je poste une nouvelle vidéo. Si une chose n'a pas été claire dans cette vidéo, si vous avez une remarque sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo ou simplement si vous voulez rajouter une précision, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. J'aimerais vous remercier récemment avec la dernière vidéo sur le kit 70, vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver sur cette chaîne, à commenter et à faire vivre cette communauté qui grandit de plus en plus. Je suis très content de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne jour après jour. Merci. Bienvenue aux nouveaux arrivants, merci aux fidèles que je nomme pas parce qu'il y en a beaucoup, je les vois régulièrement dans les commentaires, je les vois commenter et je commence à connaître leur nom, donc merci à tout le monde. Comme vous le savez, mon partenaire est Scootfast. Aujourd'hui dans cette vidéo, il n'y a pas de matériel Scootfast, il n'y a pas de problème, il y a juste le t-shirt. Et comme c'est mon partenaire, il vous fait profiter de 5% de réduction sur son magasin avec le code promotion qu'il y a ici, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours ça, moins 5% sur des achats. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!